On est ici à Lititz, une petite ville de Pennsylvanie de 9000 habitants. Lititz, c'est une ville où, comme les autres villes de Pennsylvanie ce week-end, juste avant l'élection, il y a beaucoup d'effervescence politique avec les démocrates et les républicains qui se mobilisent. On est dans ce quartier pavillonnaire où finalement il y a autant de électeurs de Donald Trump que de Joe Biden qui hésitent un peu entre les deux. Et on va aller voir une candidate, elle s'appelle Dana Hemp Gulick. Elle est candidate, comme on le voit sur ce panneau devant une de ses amies. Elle est candidate à la Chambre des représentants de la Pennsylvanie et on va la voir, elle est derrière moi avec ses volontaires. Hi Dana. So nice to see you. Thank you. Welcome. Nice to see you. Thank you. Yes, thank you. Now you're also optimistic like for the general election? Very much so. Yes. Very optimistic that we'll pull Biden over the line here in Pennsylvania, which is critical. And why are you so sure? I'm sure because Biden is the right answer to what's going on in this country right now, and a lot of people understand that. You know, Trump was just here the other day, and you know, he hasn't done what needs to be done to hold this country together, particularly, and it's no more 4 years for this guy. So, Dana, what are we going to do today? Today we're going to lit drop, which means we're going to take these door hangers With your face on it? with my face and my message on the back. What is the message? Well, my message and my platform is that I believe every family, no matter who they are, where they live, where they come from, should be safe, healthy, and thriving. Okay, let's go. Okay. And leave them on the door. It's as simple as that. So I'm a candidate. I'm running for State House here in Dana Gulick. I'm voting for you. Oh, awesome. Thank you. How are you feeling? About the election? Yeah. Worried. Yeah. Very worried. Yeah. I just can't imagine living another 4 years with Donald Trump. Yeah. That's what I've been saying. I mean, I really don't mind Republicans. You know, my parents were Republicans. It's not that. It's that he's criminal. And I think really he's mentally ill. It's, you know, and my hope is that we make a different decision. Mm-hmm. If not? Huh? If not? I don't know, with travel restrictions, it's a little hard to leave, but I think about getting my passport updated and immigrating. Really? Yes. Yes. If we don't, as a country, stop this movement to racism and armed militias, and I mean, it's crazy. I don't want to live in a culture that works that way, and I know it's not just happening here. You know, it seems to be happening in other countries, and that's a shame. And I hope you win. Thank you. So do I. Yeah, we did All right. We did the mail-in ballot this year. Great. Great. Have a great day, Cynthia. You too. Thank you. Take care. 4 ans de plus de Donald Trump pour Dana, ce serait un cauchemar. Pour les gens qui sont derrière moi, ce serait au contraire ce qu'ils souhaitent ardemment. On a fait 2 heures de route depuis Lititz, on est à Montoursville, c'est une petite ville au centre de la Pennsylvanie, rurale, extrêmement favorable à Donald Trump. Et ici, Donald Trump fait campagne tout le week-end, il a organisé plusieurs meetings, il va être là dans quelques minutes. C'est pour lui extrêmement important parce que la Pennsylvanie va être probablement l'état clé pour cette présidentielle. Chaque vote va compter pour lui. Et je dois vous signaler qu'on porte des masques FFP2 en l'occurrence. On n'est pas beaucoup de monde à porter des masques ici. Vous le savez, beaucoup de supporters de Donald Trump minimisent le coronavirus. Et dans l'assistance derrière moi, il y a très peu de gens qui portent des masques. We love our president. How do you love him? How do you love him? In every way, best president we ever had. Economy, every way possible. How he treats people, he gets no respect. National security, the list goes on. It's endless. I love the man. He's awesome, and he will be. We're trying to save our country, from the Harris Democrats. and Biden, which I hope they hear this because they're socialists. Yeah, we're here Especially Harris. to support our country. That's right. Yep, Save your country from what? socialism, What does it mean? You don't know? control, Huh? the control of the country. The Democrats will take control of the country. Government healthcare ran by the healthcare dictated every move we make, taking our guns, our Second Amendment right. Biden's been a failure for it his whole career. All you got to do is read up about the man, and he's got stuff going on now. It's awful.
I think he cares. I think he genuinely, from his heart, cares about the American people. And I think that's kind of hard to find now. We were in other parts of Pennsylvania today, and people say, no more Trump, too much division, too much hatred every day. We want to get rid of him for that reason. I don't think anyone. I don't think. Do you understand this feeling? I understand. I don't think that Trump is the reason why there's division and hatred. I think that's, first of all, brought on by the media. I love everybody. I don't care what your skin color is. I don't care what religion you practice. I don't care where you're from. I love everybody. I love you and I don't know you. Derrière nous, il y a une pasteur évangélique qui est en train de faire une prière au tout début du meeting. Donald Trump va pas tarder à arriver, mais elle a commencé à faire une prière. Et c'est intéressant ce qu'elle a dit. Elle est en train de parler derrière nous et elle dit merci beaucoup pour la nomination de la juge conservatrice catholique Amy Coney Barrett, qui est très ouvertement contre l'avortement. Ça fait 2 heures que les supporters de Donald Trump ici attendent dans le froid. Il fait très froid dans cette région de Pennsylvanie ce soir. Et ils ont été assez réchauffés par certaines figures locales du Parti républicain qui ont mis en avant l'état de l'économie, qui ont décrit Joe Biden comme un socialiste qui allait détruire les réalisations de Donald Trump. Et là maintenant, ils attendent d'une minute à l'autre le président qui va donc a priori arriver par les airs. I just want to say hello, Pennsylvania. See what happens. If Biden gets in, the economy will collapse. Joe Biden is a diehard globalist who spent the last 47 years outsourcing your jobs, opening your borders, and sacrificing American blood and treasure in endless foreign wars in countries that many of you have never even heard of. I didn't hear of too many of them either, if you want to know the truth. Biden is a Washington vulture who decimated your steel mills, annihilated your coal jobs, and supported every disastrous sellout trade deal for over a half a century. Here's a guy who's against oil, he's against guns, and he's against God. I don't think that plays well in Texas. And you know where else it doesn't play too well? In a place called Pennsylvania. It's going to be a very interesting evening, and I wonder what happens during that period of delay with the ballots. I wonder what happens. Are they going to mysteriously find more ballots, Mr. Congressman? Are they going to find more ballots? Can you imagine what happened? Can you imagine? Just be very careful, be vigilant, and watch, and report whatever you see. Aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde un graphique. Il y a un peu plus de 3000 patients Covid en réanimation. C'est un graphique du gouvernement qui date du 29 octobre. D'après ce graphique, les estimations de l'Institut Pasteur sont flippantes, clairement. Le nombre de patients Covid en réa devrait tripler dans les 2 semaines qui viennent si on regarde ce graphique. Alors, on n'est même plus à 3000, on est aujourd'hui à 3500, donc voilà. On suit la courbe. Ouais. Alors ça, ce sont les projections de l'Institut Pasteur qui n'ont pas été rendues publiques à l'exception de ce graphique. Donc il prévoit effectivement 9200 hospitalisations en réanimation mi-novembre, c'est-à-dire 90% des capacités de réanimation du pays. Ouais. Ce ne sont pas les capacités actuelles. Aujourd'hui, on est à 6000 à peu près. Les hôpitaux sont dans une course pour ouvrir des lits de réanimation. Un peu comme en mars. Voilà, comme en mars. Il se repasse la même chose qu'en mars. Donc l'objectif cible, c'est 10 000 lits et il prévoit une application à 90%. C'est-à-dire qu'on a attendu que le système hospitalier soit submergé une nouvelle fois pour prendre des décisions. Oui, mais alors figure-toi qu'Emmanuel Macron, il a justifié ce reconfinement à cette date. Lors de son allocution télévisée mercredi dernier, il l'a justifié comme ça. Quelle est à cette heure la situation de notre épidémie ? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipées. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Pas anticipé, surpris.
Est-ce que c'était vraiment si imprévisible que ça ? Non, c'était prévisible. On l'écrit depuis fin juillet, début août. Il y a une inversion de la courbe épidémique. Alors là où le président Emmanuel Macron a raison, c'est qu'il y a plusieurs pays européens où il y a une reprise de l'épidémie. Mais la France est sur sa trajectoire depuis fin août, septembre, et depuis octobre, on est sur une courbe qui est droite, en fait, qui était prévisible réellement. Pas d'ambiguïté, en fait. Non. Donc, quand il dit ça, Emmanuel Macron, il ment délibérément, il essaie un petit peu d'arranger la réalité pour masquer le fait qu'il ait pris cette décision trop tard. Il y croit ? On n'est pas dans sa tête. On n'est pas dans sa tête. Enfin, je pense que politiquement, il essaie de se cacher derrière la reprise épidémique au niveau européen et de masquer effectivement les retards du gouvernement français derrière une situation européenne qui est effectivement inquiétante dans plusieurs pays, que ce soit en Suisse ou en Grande-Bretagne ou même en Italie qui était relativement stable et qui voit une reprise épidémique ces derniers temps. Donc c'est leur pari. Voilà. Ce confinement, on peut espérer que ça porte ses fruits, même dans cette version entre guillemets allégée. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on attend l'effet du couvre-feu et en attendant 2 semaines l'effet du confinement. On verra à ce moment-là si les mesures qu'on prend sont suffisantes pour ralentir la progression de l'épidémie. Le problème, c'est que l'épidémie est très très active en France et qu'on n'aurait pas dû en arriver là. On est aujourd'hui à 50 000 contaminations par jour à peu près. Il faut redescendre à 5 000. Donc il faut diviser par 10. C'est vraiment un objectif ambitieux pour le moment. Énorme. Oui. Sylvie Laurent, la Maison-Blanche barricadée. Est-ce que la réalité dépasse une bonne fiction de Netflix ? Est-ce que c'est inédit dans le cadre d'une élection présidentielle aux États-Unis ? Oui, certainement. Ce degré d'état quasi insurrectionnel qui a été, qui plus est, organisé par le pouvoir lui-même, puisque la raison pour laquelle il y a tant de violences civiles et peut-être beaucoup de grabuges qui se préparent, c'est parce que le président des États-Unis lui-même a disséminé de l'huile sur le feu aux 4 coins du pays. Donc incontestablement, c'est sans précédent. Ces barricades, est-ce que c'est le premier jalon symbolique, matériel, tout de même, de ce qu'on perçoit du discours de Trump, à savoir qu'il n'envisage pas de quitter la Maison-Blanche ? Ça, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc peut-être qu'il faut le prendre au sérieux. Il a expliqué que s'il n'était pas élu directement mercredi soir, c'est qu'on lui avait volé l'élection. Et donc on retrouve quelque chose de très très présent chez lui. Bon, d'une part, la métaphore de la barricade. La Maison-Blanche, c'est l'Amérique, c'est cette protection face aux ennemis qui vont venir vous prendre ce que vous avez. Et ce qu'il dit là, c'est... Faites attention, Américains, on va venir vous prendre votre vote. On va vous déposséder de votre droit à vous exprimer en tant que citoyen, ce qui est un vieux lieu commun. C'est vraiment un motif récurrent dans la rhétorique de Trump. Et évidemment, le problème, c'est que beaucoup de gens le prennent de façon littérale et s'attendent en effet véritablement à se voir confisquer, déposséder de leur vote. Et ce sont bien sûr les Blancs, les Trumpistes les plus radicaux. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut légitimement, comme le FBI, craindre des violences. Trump se barricade, mais surtout, il continue de jouer une petite musique qui consisterait à dire qu'il y a des fraudes. I'm urging my supporters to go into the polls and watch very carefully, because that's what has to happen. I am urging them to do it. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. It's going to be a very interesting evening. And I wonder what happens during that period of delay with the ballots. I wonder what happens. Are they going to mysteriously find more ballots, Mr. Congressman? Are they going to find more ballots? Can you imagine what happened? Can you imagine? Just be very careful, be vigilant, and watch, and report whatever you see. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une intimidation ? C'est parfaitement une intimidation et c'est un mensonge d'État. Il n'y a pas de fraude électorale aux États-Unis, mais il y a un discours sur la fraude électorale. Fraude électorale, c'est l'élément de langage de ces suprémacistes blancs au pouvoir qui venaient du Sud, dont je parlais tout à l'heure, qui depuis l'élection de 2000, c'est-à-dire depuis le moment où il y a à la fois une contestation de la question du vote populaire et en même temps une réalité inéluctable qui est que les Noirs et les Hispaniques prennent la parole, deviennent des citoyens, pour lutter contre ce balancement démographique et le fait qu'enfin il y a une parité raciale pour la question de l'accès à la citoyenneté, on a inventé depuis 2000, depuis la contestation de la Floride, cette idée qu'il y aurait des fraudes, c'est-à-dire que des hispaniques et des noirs voteraient 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et ce que dit Trump là, ça n'est rien d'autre que l'éternel catéchisme de vous, bon peuple blanc, légitime et patriote, on va vous voler votre élection
Par conséquent, si je ne suis pas élu, c'est qu'il y a une fraude, c'est donc que les immigrés et les Noirs conspirent à vous prendre votre beau pays. En 2020, l'obsession de Trump pour le vote par correspondance est bien là. Pourquoi est-ce que ça l'obsède tant ? Parce qu'il veut qu'on soit obsédé par ça, parce qu'il veut qu'on finisse par y croire à force de le répéter. C'est-à-dire c'est une ritournelle qui vise à instituer la peur. C'est une forme de terrorisme soft. À force de répéter, en 2016, il disait que c'était des bus pleins d'hispaniques qui venaient voter plusieurs fois. On voit en réalité que c'est un vieil élément de langage pour lutter contre la prise de pouvoir, c'est-à-dire le simple droit d'exercer ses droits acquis depuis 1965 par les Noirs aux États-Unis. Et donc plus il met en cause le vote, détruisant au passage la démocratie, le respect pour l'état de droit et les institutions, plus il donne le sentiment que même la démocratie est infiltrée par les minorités, les féministes, les gauchistes et tous ceux qui visent à détruire cette belle Amérique. On est toujours dans ce complexe obsidional et il cherche jusqu'au dernier moment à apparaître comme le rempart de l'Occident, le rempart de l'Amérique blanche, le rempart de l'Amérique chrétienne. Et pour une partie de sa population, ça continue à fonctionner, mais il ne s'agit rien de plus, rien de moins que d'une politique raciste visant à confisquer le droit de vote des minorités. Est-ce que quelque chose vous a surpris ? J'ai l'impression que pas trop, en ce qui vous concerne. Alors peut-être, mais je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Ce qui me surprend, c'est à quel point on continue à être surpris et à s'étonner et à prendre la popularité de Donald Trump comme un accident, comme une incongruité, comme quelque chose de tout à fait exotique. Et on s'interroge sur les ressorts à peu près avec les mêmes paradigmes qu'en 2016. C'est-à-dire toujours la thèse de c'est le petit peuple en colère, tout ça ce sont les cols bleus déclassés, c'est finalement l'éternelle révolte populiste. On s'est déjà trompé en 2016, on s'est assez largement trompé alors qu'on avait sous les yeux le spectacle de l'inverse pendant sa présidence. Et à nouveau là, on se trompe, avec pourtant un résultat très conforme à 2016, qui est que les Blancs américains, toutes classes confondues, ont choisi Donald Trump plutôt que Joe Biden dans un rapport quasiment de 60-40. Donc on n'a pas bougé en 4 ans. C'est donc bien que quelque chose se joue et c'est pas uniquement derrière les usines délabrées de la Rust Belt qu'on va trouver la réponse. Charlotte, est-ce que quelque chose vous a surpris dans cette élection, dans ce qui s'est passé ces dernières 24 heures ? Alors à la fois je partage entièrement ce que vient de dire Sylvie Laurent et cette analyse. Et en même temps, je pense que je devais quand même avoir un petit espoir. Mais je ne pensais pas que l'adhésion serait si manifeste et si forte, même si elle ne me surprend pas en tant que telle. Mais enfin, quand même, ça dit quelque chose de cette lame de fond. Et que, en connaissance de cause, les Américains confirment, valident et demandent ce type de présidence et de rhétorique extrêmement xénophobe, raciste, violente, brutale, clivante. Défiante vis-à-vis de toutes les institutions, de la presse, voilà. C'est assez inquiétant sur ce qui va se passer. Et on a croisé ici sur la Black Lives Matter Plaza Lisa Fitian. C'est une activiste américaine très connue qui se bat depuis des années pour la justice climatique et pour plein d'autres luttes. Et elle est là en train d'organiser la mobilisation. How do you feel right now? There's a lot of uncertainty and we see the climate. People are very anxious right now. Yeah, I mean, we've been living with this state of uncertainty for a while and we're still in it because we don't know the outcome right now. And it looks like we're not, there's not going to be a Biden landslide. So, we don't know what's going to happen. So what we do know is that, we want to make sure that every vote is counted. We want to make sure that democracy is preserved and, move to something even more better than we had before. But with all the rise of white supremacy and this guy fomenting problems, I'm concerned that people could be hurt in this process. I think that we have days, weeks, and months ahead to really know the outcome. So we just have to take it a day at a time, and we have to keep organizing. We'll be out in the streets every day this week, down in this plaza, and doing what we can to make sure that every vote's counted. If there's not a clear victor tonight, there's the counting all the ballots. There'll be legal fights over those ballots. Then there's to make sure that the Electoral College actually votes for the people they committed their votes for. So there's many different ways that this process can still go haywire. Nous devons nous dire les choses vraiment. La catastrophe, elle n'est pas à venir, elle n'est pas devant nous. Il ne s'agit pas de l'éviter. Non, elle est déjà là. Une catastrophe sécuritaire. Depuis l'égorgement de Samuel Paty, nous le savons, et nous savons que ce terrorisme djihadiste ne disparaîtra pas comme par enchantement, que d'autres actes surviendront, comme récemment à Nice.
La catastrophe sanitaire, nous le voyons avec ce virus qu'il faut prendre au sérieux, qui est loin d'être maîtrisé et qui continue de se répandre et de créer une hécatombe. La catastrophe écologique, car cela passe au second plan, mais on vient d'apprendre ces derniers jours que jamais la banquise n'a fondu autant depuis qu'on mesure cette partie où, au fond, la Terre se refroidissait, se recomposait, le tout vivant du monde se recréait. Mais l'on pourrait ajouter la catastrophe sociale, car les injustices vont croître avec tout cela. La catastrophe démocratique, car l'on sent monter la haine de la liberté, demande d'autorité, de pouvoir qui piétine nos droits. Alors nous, à Mediapart, notre responsabilité, c'est de nous aider tous à regarder en face cette catastrophe, à la raconter, à l'expliquer, à la comprendre, à l'analyser, bref, à informer. Car le piège qui nous est tendu, et nous l'entendons tout autour de nous, ailleurs qu'ici, c'est le piège des gorgones. Vous savez, dans la mythologie grecque, ces 3 personnages fantastiques, 3 sœurs, dont la plus célèbre est la Méduse. Si vous croisiez leur regard, vous étiez paralysé, vous étiez pétrifié, vous étiez immobilisé. C'est le piège qu'on nous tend. Ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus expliquer, ne plus comprendre, ne plus agir, ne plus résister, ne plus lutter, être paralysé, être tétanisé, être immobilisé. Et qui sont les gorgones? Hélas, tout autour de nous, avec des médias qui relaient une politique basse, une politique qui flatte les bas instincts, des médias qui ne cherchent plus à comprendre, où il n'y a plus d'histoire, où il n'y a plus de géographie, où il n'y a plus de passé, où il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent, un présent omniprésent, un présent monstre qui tétanise, qui paralyse, qui immobilise. Alors, face à ce climat où montent les intolérances, les haines, les peurs, nous devons résister à l'aveuglement qu'on nous propose, comme des lapins paralysés, justement, saisis dans les phares d'une voiture. Cet aveuglement, c'est de ne plus voir les vraies causes, de ne plus aller les chercher, de ne plus interpeller les vraies responsabilités, les gouvernants, les pouvoirs, les puissants, de ne plus inventer les véritables urgences démocratiques, sociales, écologiques. Car tout ce climat-là, loin de nous protéger, loin de faire reculer ces menaces, il nous affaiblit, il nous expose, il nous fragilise. Nous le savons tous, car ça se voit comme le nez au milieu de la figure par rapport à la crise sanitaire. On l'a vu depuis le début avec les mensonges qui ont accompagné les premières réponses sur les masques, justement, sur les tests. Comment un tel défi pour toute une population devrait être géré dans le secret d'un conseil de défense, avec la décision appartenant à un seul homme, le président, qui serait omniscient? Non, une politique de santé publique, elle s'élabore collectivement, avec tous les acteurs, avec les collectivités, avec les associations, avec toutes celles et tous ceux qui font vivre l'hôpital, les écoles, l'éducation populaire, les quartiers populaires. Mais pire encore, c'est ce que l'on voit évidemment avec le défi que nous lance le terrorisme. C'est terrible ce qu'ils ont essayé de faire avec l'égorgement du professeur Samuel Paty. Ils ont essayé sur un cadavre de faire leur 11 septembre. Vous savez, c'était il y a 19 ans aux États-Unis, les attentats contre les tours jumelles. On le sait tous, et à l'époque, la France y a résisté. Avec un mensonge, avec un aveuglement, ils s'en sont pris à quoi? Aux libertés et à la paix. Aux libertés aux États-Unis même, c'était le Patriot Act. Et à la paix du monde, c'est l'aventure irakienne. Le résultat des courses, c'est qu'en prétendant conjurer des monstruosités, ils ont créé de nouveaux monstres. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'État islamique, Daesh, et tout ce que l'on a vécu en Irak, en Syrie et dans tout le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis même? Eh bien, finalement, Trump, dont la réélection est en jeu cette semaine, Trump, la violence américaine, le suprémacisme blanc, le racisme libéré et assumé, non seulement le racisme, l'homophobie, le sexisme, toutes les haines,
toutes les hiérarchies des humanités. C'est ce qui nous menace ici, quand on entend sans problème la confusion entre islam et fanatisme, quand on entend sans problème l'amalgame entre musulmans et terroristes, quand on entend sans problème qu'il faudrait renoncer à nos libertés pour plus de sécurité. On perdra les deux si on le fait, la liberté et la sécurité. Alors, le pire, et c'est désolant de se dire cela avec un gouvernement, un pouvoir qui a été élu, soi-disant pour conjurer la menace de l'extrême droite. L'extrême droite, elle est déjà là. Ses idées sont là. Ses thématiques, ses obsessions, son idéologie. Ils ne la conjurent pas, ils lui font la courte échelle. Ils ne nous en protègent pas, ils mettent tout en place pour que, si par catastrophe nouvelle, supplémentaire, elle venait au pouvoir, elle ait toutes les armes. L'autoritarisme, l'inégalitarisme, les haines et la virulence. Rendez-vous compte, cette extrême droite française qui a une longue histoire, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, l'un de ces groupes, qui est peut-être un groupuscule, mais qui en est en moins le laboratoire idéologique historique de cette extrême droite, l'Action française. Place de la Concorde, banderole le 29 octobre, décapitons la République. Ils ne défendent pas la République, ceux qui font la courte échelle à tout cela. Ils préparent, au contraire, la dévitalisation d'une République qui ne serait plus démocratique, qui ne serait plus sociale, qui ne serait plus celle de l'égalité. Les libertés sont en jeu, la liberté de penser, la complexité de la pensée, les libertés académiques, les libertés de la société, de son autonomie. C'est l'enjeu d'une loi de sécurité globale qui va être débattue cette semaine en urgence et où l'on met tout en cause en termes de contrôle de l'action de l'État et de son bras armé, la police. On remplace l'État de droit par un État de police. Voilà, face à tout cela, nous devons tenir bon, faire face, être le camp de la raison face à ce camp de la panique qui nous emmène dans le gouffre. Et du coup, être fidèle à ce que disait Jean Jaurès, que tous les enseignants de France ont cité aujourd'hui. Dans son discours à la jeunesse, c'était il y a près d'un siècle, en 1903. Le courage, le vrai courage, disait-il, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche, de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Et Jaurès de conclure par un appel à rompre le cercle de la fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine. Eh bien, quoi qu'il en coûte, et grâce à votre soutien, c'est ce que nous continuerons à faire à Mediapart.